Il est consultant au département des gardiens de but des Panthers de la Floride et il a inventé le style papillon. Notre invité, François Allaire. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous accueillir, c'est vraiment apprécié. Ah, c'est plaisant. J'étais pas sûr, là, je suis un peu impressionné d'abord, là, mais j'étais pas sûr de dire inventeur du style papillon si vous trouveriez ça adéquat. Écoute, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé le style papillon dans le mouvement papillon, dans plusieurs situations avant qu'il n'était pas utilisé. Donc, ça a créé un genre d'effet au niveau des médias qui ont parlé du style papillon. Mais en fin de compte, ce mouvement-là existait avant. Par contre, nous, on l'a utilisé dans des situations qui n'étaient pas utilisées. Puis on l'a utilisé beaucoup plus fréquemment que les gardiens de but précédents. Donc, ça a eu comme un effet un petit peu au niveau des médias en disant « Wow, c'est le style papillon ». Oui, ce mouvement-là existait, mais on l'a popularisé beaucoup avec l'arrivée de Patrick dans la Ligue nationale, c'est sûr, où il y a eu du succès instantané dans la Ligue nationale. Bon, écoutez, je ne pensais pas commencer avec ça, mais pourquoi vous vous êtes mis à l'utiliser plus ou qu'est-ce qui a été le déclic pour... Ben écoute, ça n'a pas commencé ma première année que je suis arrivé là. Moi, avant, je coachais aussi au niveau mineur. J'ai coaché Midget 3A, j'ai coaché universitaire, j'ai coaché junior majeur. Donc, il y a eu des années d'expérimentation. Puis on s'apercevait que la plupart des lancers bas comptaient. Ouais. Il y avait beaucoup plus de buts dans la partie basse. Et alors, à l'époque, les gardiens de but utilisaient le patin. Donc, un patin, ça a 12 pouces, 3 pouces de haut, alors qu'une jambière, ça a 36 pouces, 12 pouces de haut. Donc, le calcul était facile à faire. Oui. On avait plus de chances d'arrêter avec deux jambières par terre qu'avec un patin. Et personne, parce que vous dites que le calcul était évident, il fallait juste l'appliquer. Bien, il fallait avoir... écoute, ce qui passait, c'est que dans les années 70, quand j'ai commencé à coacher, fin 70, début 80, il y avait une genre d'école de pensée au niveau canadienne qui était la suivante, c'est qu'il fallait avancer, couvrir nos angles, rester debout. Donc ça, c'était comme... la théorie de base, et personne ne dérogeait de ça. Il n'y avait personne qui remettait ça en question. Il n'y avait personne qui disait que peut-être que c'est pas la meilleure manière de faire ça. Il n'y avait personne qui disait rien. Donc, à chambouler ces idées-là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Premièrement, il fallait se battre un petit peu contre les entraîneurs-chefs, parce que moi, j'étais seulement entraîneur de gardien de but. Faire accepter ces idées-là, c'est pas facile. Puis l'autre chose, il fallait trouver des athlètes qui étaient prêts à accepter de changer le moule, changer l'image d'un gardien de but. Donc ça aussi, ça prend un athlète qui est convaincu. Puis toi, en tant que coach, il faut que tu sois convaincant. Oui, parce que c'est ça, sinon... sinon, ça ne fonctionne pas. Non, exact. Bien, on y reviendra parce qu'il y a quelque chose là, évidemment, à explorer, mais j'aime toujours ça commencer du début. Vous venez de mentionner, vous avez coaché précédemment, là, avant qu'on vous connaisse davantage. Vous avez été goaler, j'imagine? Oui, j'étais gardien au hockey mineur. Et j'ai été côté scolaire, ma première année à l'Université de Sherbrooke, j'étais gardien de but pour l'équipe de l'Université de Sherbrooke. Et à partir de ce moment-là où j'ai commencé mes études en éducation physique, d'ailleurs, j'allais en éducation physique dans un but, c'est de coacher un jour. Parce qu'il n'y avait pas d'école de coaching, ça n'existait pas. Maintenant, il y a des départements, il y a des cours qui se donnent pour le coaching et tout ça. À l'époque, ça n'existait pas. Puis la seule manière que je voyais où je pouvais me rapprocher du sport, c'est aller étudier en éducation physique, qui était un parcours qui allait vers le scolaire. Donc, tu devenais professeur d'éducation physique. Moi, c'était pas vraiment mon but. C'était dire comment je fais pour me rapprocher du coaching. D'avoir une formation. Puis, au niveau formation, au niveau connaissance. On parlait de sport tous les jours. Donc, à ce moment-là, moi, la plupart de mes travaux, je faisais ces gardiens de but. Même s'il n'y avait pas de référence. Donc, j'inventais pas mal tout ce que je faisais. Puis, à partir de ce moment-là, quand j'ai fini l'université, j'ai dit, bon, ben là, il faut se trouver un job
en coaching. C'est pas facile. Oui, c'est ça. Sinon, c'est l'école primaire. C'est ça. Parce qu'ils ont besoin. Ils ont vous attendent. besoin. Est-ce que le hockey, c'était quelque chose d'important chez vous? Est-ce que c'est venu d'où l'intérêt pour ce sport-là, encore plus jeune, enfant? Ben, je ne sais pas, mais j'ai toujours été attiré par la position, ça, c'est sûr. Ah oui? J'étais attiré par la position. Puis je me rappelle, j'étais très jeune, j'avais 16 ans, je regardais les matchs avec un cahier, puis je prenais des notes. OK. Je n'ai plus ce cahier-là. J'aurais dû le garder ça juste pour vaudrait, voir ce que je prenais en note. On aurait pris une photo, je pense, hein? Oui, on aurait pris une photo. Donc, je prenais des notes, je regardais ce qui se passait, mais dans ce temps-là, c'était brouillon un peu parce que chaque gardien avait son style. Donc, il y en a qui jouaient d'une manière une situation, d'autres jouaient d'une autre manière, c'était pas standardisé. Donc, là, tu prenais des notes, tu disais, wow, ça fonctionnait pour lui, mais pour l'autre, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'était un petit peu brouillon. Puis j'ai continué à faire ça longtemps. Puis là, quand j'ai été à l'université, ils nous ont donné des méthodes de travail. On avait des cours en statistique, on avait des cours en programmation d'entraînement, on avait des cours. Puis là, ça m'a donné comme une image, comment assembler tout ce paquet d'informations-là pour en faire quelque chose de cohérent. Je pense que, tu sais, l'université, ça te donne la possibilité de structurer tes idées. Puis moi, c'est ça que ça a donné. Puis dès que j'ai fini l'université, première chose que j'ai faite, 2 semaines après, j'étais parti en Europe, essayer de voir ce qui se passait là-bas. Et en revenant, j'ai commencé une revue de littérature. Donc, j'ai été à la Bibliothèque nationale du Canada, j'ai emprunté tous les livres qui parlaient de gardiens de but dans le monde. Donc là, je me suis ramassé avec une centaine de volumes. Ah oui? Ouais, des Russes, des Tchèques, des Allemands de l'Est. Mais nous, on n'en avait pas ou peu? Pas beaucoup. OK. Pas beaucoup. Au Canada, il y en avait, surtout anglais. Au Québec, pas beaucoup. Il y avait Jacques Plante qui avait écrit son livre. OK. Donc ça, c'était ma référence numéro 1. Et après ça, là, j'ai agrandi mon champ d'action. Puis là, j'ai fait une revue de littérature. J'ai été chercher une centaine de volumes. Et après ça, il y avait l'Université Laval qui avait un département un département de hockey dans le temps avec Larivière, Tifo, tous ces gars-là. Ces chercheurs-là qui avaient un département de hockey, mais qui était, je dirais, à l'époque, peu utilisé, parce qu'ils m'ont donné accès. Puis j'ai pu ramasser une autre centaine de volumes qu'il y avait. Donc, ce que je faisais, c'est que je ramenais les volumes, je regardais le chapitre qui traitait des gardiens de but. Il n'y avait jamais un livre qui traitait de gardiens de but, mais là, je le photocopiais. Puis là, je mettais ça dans mes banques, puis là, j'essayais de voir qu'est-ce qui se passait, parce qu'on avait des Suédois. Les Allemands de l'Est, c'était très fort en entraînement hors classe. Les Tchèques avaient des volumes extraordinaires. Les Russes avaient des volumes aussi. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas lire, mais il y avait des illustrations. Donc, j'essayais d'imaginer un peu ce qu'ils disaient, on peut dire. Donc, ça a été ma revue de littérature. Mais là, OK, ben, j'ai toujours pensé que c'est ces gens-là qui étaient venus ici pour comprendre. C'est pas... il existait déjà... beaucoup de travail qui avait été fait là-bas. Moi, en fin de compte, quand j'ai regardé toutes ces informations-là, où que tout le monde travaillait de manière différente et puis qui enseignait différentes choses, je me suis dit, moi aussi, je dois d'inventer quelque chose d'autre. Parce qu'il y en a d'autres qui font autre chose. Il n'y a pas juste... Nous, on a été élevés par le modèle canadien. Il faut que tu couvres ton angle, il faut que tu restes debout. Si la rondelle va à terre et elle rentre, c'est pas grave. Mais si tu vas à terre et elle rentre, là, c'est grave. Tu sais, mais elle rentrait pareil. Debout, on l'accepte. Donc, il acceptait certaines manières de se faire compter des buts. Mais je dis peut-être qu'on peut aller complètement en dehors de ça. Peut-être que ça peut marcher. On peut sûrement faire mieux que d'accepter de se faire marquer des buts. Exactement. Donc, ça a été ma première réflexion quand j'ai fait ma revue de littérature. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelle « Devenir gardien de but au hockey ». Donc ça, c'est avant les écoles, c'est au début là, du Oui, c'est le début. Okay. Tu sais, je coachais Midget 3A. J'étais en train d'écrire un livre sur les gardiens de but. J'avais 0 expérience. J'avais juste mon expérience personnelle, puis ce que j'avais fait à l'université, plus ma revue de littérature. Ouais. Puis, ce livre-là, après 40 ans, il se vend encore en librairie. Tu sais. Donc, après ça, ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrivais quelque part, ils ne disaient pas « Ah, c'est François Allaire qui
qui veut essayer de coacher. C'est François Lair qui a écrit un livre, c'est gardien de but. Ouais. Donc là, les portes s'ouvraient un petit peu plus vite. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'aller travailler avec les Patriotes de Trois-Rivières. Après ça, j'ai eu la chance d'aller dans le Canadien junior, qui appartenait aux Canadiens à l'époque. Donc là, j'ai eu la chance de devenir entraîneur de gardien de but pour les Canadiens juniors. Donc ça a vraiment été comme le début où je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau des gardiens de but. Puis je sentais qu'il y avait peut-être moyen de faire un gagne-pain avec ça. Fait que c'est le livre. Fait que le conseil aux jeunes, c'est écrivez un livre. Puis ça va vous ouvrir. Moi, j'ai pris ce méthode-là. Je ne savais pas trop comment se diriger parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur de gardien de but. Il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas de. Je ne pouvais pas me fier à personne. Là, quand vous dites, au moment d'écrire le livre, vous coachez Midget 3, c'est juste les gardiens. Vous coachez toujours juste les gardiens. J'ai toujours juste gardé les gardiens de but. Je sentais que, je me disais tout le temps, il y a sûrement moyen de faire mieux que ce que moi j'ai eu comme enseignement. Parce que moi, dans mon enseignement, tout ce que les coachs m'ont dit dans ma vie, c'est reste debout, couvre tes angles. Ça, c'était fini. La session d'information était finie pour l'année. J'ai dit, il y a sûrement plus que ça. Je pense que oui. Il y a sûrement plus que ça. Donc, essayons de découvrir ce qu'il peut y avoir plus que ça. Donc, avec des voyages, avec une revue de littérature, prendre le temps de structurer toute cette information-là pour faire un livre que moi, je pensais qu'il était bon. Ça t'aide à maturer au niveau, en tout cas, ta pensée. Et après ça, sauter sur la glace, commencer à faire des écoles de hockey. Parler aux jeunes sur la glace. Quand tu as un groupe de 20, il faut que tu sois assez convaincant pour que tout le monde fasse la même chose sur la glace en même temps. Donc là, il faut que ta pensée et ta parole soient conséquentes. Donc ça, j'ai beaucoup d'expérience sur la glace avec des enfants. J'ai fait des heures. Juste pour les écoles, ça arrive en même temps que vous commencez à travailler comme entraîneur, genre pour le Canadien junior? Regarde, j'ai commencé, tu vois, j'ai sorti de l'université en 78. J'ai été en Europe, en revenant, j'ai fait des écoles de hockey. OK. J'ai commencé à faire des écoles de hockey. On avait des petits groupes de 5-6 gardiens de but, parce que dans ce temps-là, les cours de gardiens de but n'avaient pas beaucoup. J'ai commencé avec ça. Donc là, il faut que tu fasses un programme. C'est quoi qu'on fait jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. C'est ça, on parlait de structure. Pour réussir à faire quelque chose que les gardiens, en fin de la semaine, au moins disent qu'ils en ont eu pour leur argent. Au moins le minimum. On a joué au ping-pong. OK, c'était pas ça qu'on... et je veux... revenons donc à l'élaboration du style ou enfin... vous dites qu'il y avait plein à faire. À quel moment les choses, comme le mouvement papillon, à quel moment ou comment vous dites « ça, ça en prendrait plus ». Puis on connaît ce mouvement-là, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que « Ah oui, ça, ça serait bien d'ajouter ça ». À quel moment tout ça se construit? Ben, écoute, moi, quand j'ai commencé à coacher, premièrement, j'ai eu des résultats assez rapides. On a tous des équipes qui ont gagné. Mais je peux pas dire que j'étais... on peut dire performant en tant que coach. Mais juste la présence d'un coach, quand même que je disais peut-être pas... que c'était pas aussi sophistiqué que c'est devenu. Le mieux. Déjà, les gardiens de but, ils performaient mieux qu'ils l'étaient. Donc, il fallait continuer à creuser. Mais je parle de déclic qui s'est fait, c'est sûr, c'est qu'en 85, quand Patrick est arrivé avec les Canadiens de Sherbrooke, où là, j'avais des gardiens de but. J'avais 2 gardiens de but qui étaient des gardiens de but qui jouaient debout. Puis que là, c'était dur de faire une transition avec des nouveaux mouvements. C'était compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde qui a le... Tu sais, quand tu joues, il faut que tu performes, tu joues pour ton contrat. Je comprends les gars aussi, là, qui ne veulent pas dire wow, on ne changera pas trop grand-chose. Là. Je suis rendu dans le pro, moi. Puis Patrick, lui, est arrivé, puis open mind. Patrick, il aimait ça à la terre. Puis moi, je pense que j'étais le premier à dire ça serait bon que tu ailles plus encore. Okay. Parce que tout le monde il disait tu vas trop à terre, il ne faudrait pas que tu ailles tant que ça à terre. Puis moi, je pense que le premier à dire je pense que je devrais y aller plus. Je pense qu'on devrait y aller dans cette situation-là. Puis je pense que ça lui a fait du bien. Il y avait ça en lui un peu. Bien, il y avait ça dans lui, c'est sûr. Il aimait ça arrêter des rondelles quand il allait à terre. Puis il était efficace là-dedans. Mais je pense que c'est la première fois qu'il sentait qu'il y avait quelqu'un qui l'appuyait.
dans sa démarche. Moi, en fin de compte, ce que je faisais, c'était un peu un rempart entre le gardien de but et le head coach. Le head coach, il me parlait à moi, puis c'est moi qui parlais. Au lieu d'avoir la communication directe, que souvent, c'était tout le temps la même chose qui revenait. Reste debout, t'es trop à terre, couvre tes angles. Tu sais, couvre tes angles, ça veut rien dire. Mais c'est ça qu'on disait dans le temps. Ça sonne comme un bon... Ça sonne bien. surtout quand le head coach arrive et il est choqué. Ouais. Tu sais, ça sonne encore mieux. Ça rentre, mais ça veut rien dire. Ouais. Puis là, à ce moment-là, je pense que c'est là que ça a commencé vraiment à cliquer. Patrick, on a commencé à travailler ensemble. On a commencé à trouver des petites choses. Petit à petit, moi, mon jeu, c'était essayer de trouver des idées. Mm-hmm. J'ai su mettre des idées. Patrick, il aime ça ou il n'aime pas ça. Fait qu'on allait essai-erreur tout le temps. On a essai-erreur. Essaye donc ça. Il n'aimait pas ça. On ne le fait pas. OK. D'un coup, hop, ça, aime ça. Puis Patrick, tu es capable de le faire dans le match le lendemain soir. Il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. C'est rare qu'un gardien de but puisse dire « J'essaye quelque chose, j'aime ça, bang, je suis dans le match, le lendemain, je le fais. » Lui, il était capable de faire ça. Lui, il était vraiment... moi, j'appelais ça de l'intelligence sportive. Il était vraiment intelligent sportivement. Il savait tout de suite si c'était bon ou pas bon pour lui, pour son match. Au moment où tout ça se passe, là, avez-vous l'impression que c'est spécial, ce que vous construisez? Quand Patrick est arrivé, là, j'avais déjà 4-5 ans d'expérience dans le coaching. J'avais rarement vu des gars qui pouvaient faire ce que Patrick faisait. Puis même les deux gars qui étaient avec moi, qui étaient des vétérans, quand Patrick est arrivé du junior, après une semaine, j'ai été voir le coach, Pierre Kramer, qui était l'entraîneur-chef des Canadiens de Sherbrooke. J'ai dit, Pierre, là, on vient de sauter plusieurs étapes. Là, on vient de... Là, c'est plus la même chose là, dans le filet. Là. Il arrête plus de puck que tout le monde. Là. On a été avec ça. Premier commentaire. Et quand les séries ont commencé, c'est sûr que Patrick était troisième gardien de but. Il avait 19 ans. Les autres avaient 27 puis 25, je pense. Et tout à coup, puis Paul Pajot, qui était un des gardiens, le gardien substitut, sa femme accouche, donc il ne peut pas être là. Donc Patrick embarque comme backup. Après la moitié de la première période, Greg Moffett, une courroie qui casse, il est obligé de sortir. Patrick embarque, fait 2-3 arrêts. Hop, là, c'est 2-1 pour nous autres, 2-2. Là, Moffett revient, Pierre Kramer m'appelle en haut. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le jeune, on garde le jeune. Il n'a jamais débarqué. On a été jusqu'à gagner la Coupe Calder. On a gagné la Coupe Calder avec lui. Donc, ça a été le début d'une association, parce que moi, j'étais là 12 ans avec lui, sa première game jusqu'à sa dernière game du Canadien, quand il a été échangé. J'ai eu la chance d'être son entraîneur. J'ai eu la chance d'y donner plein d'idées. J'ai eu la chance de recevoir tous ses commentaires. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on se fidait un et l'autre. On s'alimentait un et l'autre. Moi, dans ma job d'entraîneur de gardien de but, je me disais tout le temps, moi, c'est mon imagination. Plus j'ai d'imagination, plus je trouve des drills qui sont le fun, plus je trouve des exercices qui sont bizarres, plus je trouve des façons d'arrêter la rondelle qui ne sont pas conventionnelles, plus que je l'emmène à mon gardien de but, plus qu'il va me redonner de commentaires, dire non, c'est pas bon, ça ne va pas dans la bonne direction. Donc, on a eu un échange comme ça. Puis vraiment, quand je regarde là, de 85, on est arrivé de 85-96, à partir de 93, l'année de la Coupe Stanley, la dernière Coupe Stanley, là, j'ai vraiment senti que mon système était solide. Là, je sentais vraiment que là, j'avais une compréhension du match après plus que 10 ans à regarder des vidéos, à parler à des gardiens, à faire un paquet d'écoles de hockey l'été, à parler. Parce que c'était très important. Si tu n'es pas là d'expliquer, c'est parce que tu ne le comprends pas toi-même. Donc, à partir du moment où dans les écoles de hockey, je pouvais expliquer puis que les jeunes pouvaient comprendre facilement, même un petit gars de 7 ans, 8 ans, s'il pouvait comprendre un drill de pro, ça veut dire que je l'expliquais bien. Puis c'est à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti un déclic au niveau personnel, au niveau comme coach. Ouais. Ouais. Est-ce que ça coïncide? Puis là, j'ai vraiment pas une bonne mémoire, mais j'ai lu la biographie de Gilles Lupien que mon collègue Martin Leclerc a écrit.
il y a eu un moment d'émancipation aussi avec Lupien, où je confonds. Ben là, on se retrouve un petit peu plus tard. C'est que ce qui se passe... bon, là, j'étais Canadien. Et là, j'arrive en 93. Ouais. On gagne la Coupe Stanley. J'ai un contrat de 4 ans. Première fois de ma carrière que j'ai un contrat de 4 ans. Et ma dernière année coïncide avec l'échange à Patrick. OK. Donc, en 96, Patrick t'a changé. C'est ma dernière année de contrat. Jocelyn Thibault arrive, qui a 21 ans. Donc là, on remplace un vétéran qui a tout gagné, tous les trophées, tout ce qui peut arriver dans la Ligue nationale. C'est une légende pour un jeune ouais. qui est très talentueux, mais un jeune qui n'a pas encore prouvé dans la Ligue nationale. Et là, la discussion se fait, c'est que moi, je veux un autre contrat de 4 ans. Je dis, j'ai un jeune de 21 ans, là, vous allez me donner la chance de travailler avec. Mais il voulait absolument 2 ans. OK. Donc, on a eu une période de flattement, puis en fin de compte, on ne s'est pas entendu. Puis c'est là que Jules Lupien, qui avait une agence de joueurs, est venu me voir, puis il m'a proposé de dire, si tu ne coaches plus, tu viens avec moi, tu t'occupes de mes gardiens de but. Toute son écurie. Ouais. Son écurie de gardiens. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns, il y en avait plusieurs bons, là. En fait, tu sais, la plupart ont monté, en tout cas, ils ont eu une chance, ils ont été soit repêchés dans la Ligue nationale, soit qui ont fait la Ligue nationale, des gars comme Roberto Luongo, Patrick Lalime, un paquet d'individus comme ça. Donc là, j'ai pris la décision d'aller avec Jules Lupien. J'avais un contrat de consultation avec Coro. J'avais mes écoles de hockey. Donc, tu sais, je veux dire, j'avais quelques éléments depuis 10 ans que je travaillais qui faisaient en sorte qu'on s'en passait. Mais en même temps, j'ai reçu un offre des Ducks. Donc, je suis tombé comme consultant pour les Ducks au niveau des gardiens de but. J'étais consultant dans Histoire Prospect à partir de Jules Lupien. J'étais consultant pour CCM, plus mes écoles de hockey. Donc, je faisais le tour des choses. J'étais occupé. J'étais pas mal occupé. Savez-vous, les Ducks, est-ce qu'il y avait déjà une relation avec Giguère? Non, Giguère est venu plus tard, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le hockey, là, des fois, c'est que Jack Ferrara, qui était un dépisteur professionnel pour les Canadiens, a eu le boulot de directeur général pour les Ducks. Les Ducks, c'était une équipe d'expansion. Genre la première année. Sa première année. Mais moi, en 96, déjà, les Ducks avaient 3 ans d'expérience. OK. 3 ans d'expérience dans la Ligue nationale. Ils sont arrivés en 93. L'année de la Coupe, les Panthers de Floride et les Ducks sont arrivés comme club d'expansion. Puis là, ça a été vraiment bizarre ce qui est arrivé. C'est que, bon, je connais Jack Ferrara qui est rendu GM. Moi, je décide de quitter. Et Jack m'appelle. Puis il me dit t'es-tu encore intéressé à coacher? Ben, je dis, je sais pas. Là, je fais juste commencer un nouveau boulot avec Sport Prospect. Après ça, j'ai la consultation avec Coro, j'ai mes écoles de hockey. Il dit, viens voir le match. Le premier match de la saison, c'est les Ducks contre les Canadiens. Ça fait que... À Anaheim, là-bas. Non, okay, à Montréal. Okay. Commence par hasard, le premier match de la saison. Fait qu'il me donne des billets, je vais voir le match. Puis là, il y a Jocelyn Thibault, que j'étais son entraîneur l'année d'avant, qui avait eu sa première année, vraiment une bonne saison. Il avait amené le Canadien aux séries. En deuxième ronde, il avait joué plus que 50 matchs à 21 ans. Mais j'ai quitté. Mais là, Jocelyn est là, puis il y a Guy Hébert qui est l'autre gardien de but des Ducks. En tout cas, je pense que le match finit 6-5. Un désastre des deux côtés, on peut dire. Je descends en bas, parce que là, il me dit, viens me voir après le match, Jack Ferrara. Je vais le voir, mais juste... J'ai dit, il va me parler, il veut juste discuter un peu de ce qu'on en pense. Il arrive et il dit, la semaine prochaine, tu es en Californie, ton billet est rebooké, tu montes avec nous autres. Là, OK, là, je viens d'être engagé par les Ducks. Fait que ça s'est fait de même dans le garage du Centre Bell. Un style direct, mettons. Assez direct. Ouais. Il m'a vu, il dit, toi, t'embarques, tu t'en viens en Californie. Bon, OK, je vais signer un contrat avec les Ducks. Fait que, ça s'est... Dans le fond, Jules Lupien, ça s'est tout bien coordonné. Ouais. Finalement, j'ai fini
J'ai fait 13 ans en Californie. J'ai fait 13 ans avec les Ducks. OK. Puis Ferreira, c'était... Parce que là, j'imagine que... Puis dans le fond, il a bougé vite aussi. Puis il a bougé, vous venez de le raconter, il a bougé... il n'a pas niaisé. Assez rapidement. Parce que c'est ça, là, vous l'avez dit, en 93, là, le concept est abouti. Vous êtes un peu au sommet de votre art. J'imagine que si ça n'avait pas été les Ducks, il se serait passé d'autres choses aussi parce que c'était révolutionnaire là, dans un certain sens. C'est sûr que je pense que j'aurais eu d'autres options. Mais j'étais content d'être dans cette option-là. C'est une nouvelle équipe qui arrivait dans la Ligue nationale. Ouais. C'est la 4e année. Guy Hébert, c'est un gardien que je ne connaissais pas, mais qui était un Américain. J'avais Stalenkov, qui était un Russe, donc on me donnait la chance de travailler avec un Russe. Puis on a eu une année vraiment bonne. Guy Hébert est allé au match d'étoiles. On a fait les séries. On s'est rendu en 2e ronde. Donc là, après ça, encore, là, ça a été de plus en plus, au niveau de notoriété, on peut dire, dans la Ligue nationale. J'ai reçu 3-4 offres cet été-là pour travailler dans différentes équipes. Trop tard, il fallait être dans le garage. Mais là, j'avais le choix, parce que là, j'avais juste signé un contrat d'un an. Donc là, j'avais le choix, j'avais différentes équipes. Je ne parlerai pas des équipes, mais en fin de compte, on a choisi de rester. Avec les Ducks. Les Ducks appartenaient à Disney. Ouais. Moi, j'avais 2 jeunes enfants. Mon gars avait 6 ans, ma fille 4 ans. Il nous emmenait en famille 3 fois par année, puis tous les soirs, on allait à Disney. On faisait du hockey le jour, on faisait du Disney le soir. Fait que, tu sais, au niveau familial, c'était super. Les enfants, je ne sais pas combien de fois qu'on était à Disneyland. Ils connaissaient tous les manèges. Ils savaient déjà, non, on va pas là, oui, on va là, non, on va là. Mais au niveau familial, ça a vraiment été, les Ducks, ça a vraiment été une belle période. Puis vous étiez établi là, quoi, à l'année ou non? Non, je voyageais. C'est ça, OK. Parce que moi, j'étais consultant pour eux. C'est ça, il y avait d'autres affaires ici. Consultant, tant de jours par mois. Mais j'avais aussi mon boulot ici avec Sport Prospect où il fallait que je donne du temps aussi parce qu'on avait une dizaine de gardiens de but qui étaient dans le junior majeur ou Ligue nationale ou Ligue américaine. Donc, j'avais des choses à faire avec eux autres, des vidéos, des rencontres, aller voir des matchs, du recrutement, bon, etc. Il y avait certaines fonctions à faire. Puis, c'est ça. Fait que ça a été une période de ma vie, une période de ma vie où j'ai voyagé beaucoup. Puis, j'étais sur la route beaucoup. Durant les séries, j'étais là à temps plein. Durant la saison, j'étais là, je veux dire, 2 semaines par mois facilement. Même il y a une année où j'ai travaillé avec Cloton en Suisse. Je travaillais pour les Ducks en Californie, Cloton en Suisse. Mais j'étais consultant, je prenais mes contrats que je voulais. Plus j'ai lu bien, donc là, je faisais... c'était Europe, Montréal, Californie, Europe. Donc c'était des années... je pourrais dire assez active. Oui, juste de le raconter, c'est soufflant. L'Europe, ça a toujours été important. Vous dites, on faisait les affaires d'une certaine façon, c'était assez conservateur dans le fond, puis rapidement, vous vous êtes intéressé à ce qui se faisait ailleurs, vous êtes retourné. Dans la situation que vous étiez, vous auriez pu dire Cloton, là, tu sais, j'ai pas juste ça à faire. Là, à partir de ce moment-là, où j'allais plus en voyage pour observer, là, j'allais en voyage pour enseigner. Ouais. Là, c'était pas pareil. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai été en Suisse. Là, j'arrive avec le Canadien de Montréal, l'entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal qui arrive. Là, il y a un paquet de gardiens de but de haut niveau qui s'inscrivent. Mais là, moi, j'arrive avec ma philosophie où eux, c'était vraiment pas établi. Mm-hmm. La plupart des gardiens de but dans la Ligue suisse à l'époque, c'était tous des étrangers. C'était des Finlandais, des Suédois, des Tchèques. Presque pas de gardiens de but suisses qui gardaient dans la Ligue principale. Donc, moi, je me retrouve avec une gang de jeunes, mais de haut niveau de Suisse. Et là, je commence à expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner, mon système de jeu, comment on va jouer telle situation. Puis il y avait plein de coachs suisses qui étaient là, qui n'ont pas aimé et qui ont rapatrié leur gardien de but. Donc, on a fini avec le groupe qui a commencé, il n'a pas fini au complet. Okay. Et il y avait de la rébellion, là, c'était comme le même combat que j'avais eu ici. Il fallait que je le refasse en Suisse.
Là encore, pour une raison ou pour une autre, ici, j'ai eu Patrick qui a fait en sorte que tout le monde a dit, ben là, si Patrick aime ça, moi aussi, je vais aimer ça. Là-bas, il y a David Desbichères qui est arrivé en première année qui était là, puis qui a dit, moi, j'aime vraiment ça. Puis là, il était avec l'équipe nationale junior, puis ils ont été gagnés en médaille de bronze, ce qui n'était jamais arrivé au niveau suisse, au niveau hockey suisse, avec un gars qui regardait les buts papillons, qui utilisait le mouvement papillon à outrance. Et à partir de là, ça a fait boule de neige. Là, tout à coup, tous les meilleurs gardiens suisses, ils venaient. On avait des groupes extraordinaires. Et en dedans de 6-7 ans, tous les gardiens de but dans la première ligue sont devenus des gardiens suisses. Ils étaient suisses, puis... Tous des Suisses qui ont engagé parce que les jeunes sont développés. Puis il y a eu je veux dire, il y avait des bons athlètes en Suisse, mais là c'était vraiment dominant. David Desbichères est venu jouer ici, Martin Gerber, Jonas Eller, Rota. Il y a un paquet de gardiens de but suisses qui sont devenus même dans la Ligue nationale, mais là-bas, c'était tous des Suisses. Donc, ça a été un bon boulot, ça a été un boulot le fun. J'ai adoré travailler en Suisse. J'ai fait pendant 23 ans, je pense. Mais c'est ça, vous aviez une attirance pour l'Europe, ou du moins, vous êtes allé au début, vous n'avez pas hésité à y retourner, il y avait quelque chose là qui vous attirait. Oui, à cette époque-là, comme je te dis, là, moi, je voulais conquérir la planète. OK, c'est ça. C'est ça. Moi, là, il fallait que partout où que j'aille, il fallait que ça soit ma philosophie, mon style de gardien de but, il fallait que ça soit dominant. Ouais. Après ça, j'ai été en Suisse. Après ça, j'ai été en Suède. J'ai été en France. J'ai été au Japon. Je me sentais comme un missionnaire. Je comprends, c'est presque ça. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Je voulais que mon style de gardien domine la planète. Êtes-vous satisfait de votre conquête? Mais là, à ce temps, quand on regarde ce qui se passe, là, je ne suis plus dans le milieu du coaching, là. Mais quand tu regardes, là, tout est presque identique. Ouais. Là, on a tous les gardiens de but qui jouent d'une certaine manière. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'Internet, s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, au bout d'un mois, tout le monde le savait, tout le monde le sait. C'est la planète. Mais là, on voit que tout le monde joue un certain style d'une certaine manière, puis que le mouvement papillon, c'est sûr que c'est le mouvement dominant. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est valorisant d'une certaine manière, parce que, bon, j'ai encore quelques athlètes qui jouent dans la Ligue nationale, j'en ai presque plus, parce que, bon, le temps passe. Le temps passe. Mais il y a plusieurs anciens gardiens de but à qui j'ai coaché, qui sont maintenant des coachs de gardiens de but. Donc, ça se transmet, ça continue à travailler, ça continue à... J'imagine que c'est ça. Il y avait matière à allumer l'intérêt aussi. Quand on a des échanges qui sont intéressants, ça peut aussi faire naître un intérêt qui ne serait pas apparu dans d'autres circonstances. Oui, écoute, j'étais à la bonne place au bon moment. J'ai eu les bons athlètes au bon temps. J'ai été dans les bonnes équipes au bon moment. Parce qu'il y en a qui ont... Tu sais, je veux dire, j'ai été 32 ans à coacher professionnel. Déjà, ça, c'est pas facile à rester dans le milieu pendant 32 ans avec des contrats d'1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans. À tous les 2 ans, t'es comme... faut railler une bonne année, là. Sinon, je suis pas renouvelé. C'est une longévité qui est... Oui, c'est ça. C'est une longévité qui est pas facile à avoir. Mais j'ai eu des bons athlètes à chaque équipe que j'ai été. J'ai eu des bons athlètes. J'ai eu des gars qui m'ont donné des coups de main, des gars qui ont fait en sorte que je devienne meilleur coach. Comme Jean-Sébastien Giguère, il m'a aidé beaucoup au niveau des entraînements, l'intensité qu'il mettait dans les entraînements. C'est devenu un standard après pour moi. Patrick, lui, c'était son intelligence, il était capable d'accepter des choses, il était capable de les mettre en pratique immédiatement, puis il était capable de me donner des réponses à ce que je disais. Lui, il m'a aidé beaucoup à ce niveau-là. Après ça,
J'arrive à Toronto, je n'ai pas un milieu facile, surtout que l'équipe n'était pas à son meilleur à l'époque. James Reimer était un bon gardien pour moi, qui m'a donné un coup de main à ce niveau-là. Après ça, Varlamov à Colorado. Ouais. Donc, j'ai toujours eu des bons gardiens qui ont performé pour moi. Ouais. Non, puis tout au long, parce que ceux que vous avez nommés, c'est plus récent. Là, votre réputation était déjà faite. On va se faire une petite finale là, de type meilleur souvenir ou une affaire de même, mais juste avant, parce que vous avez évoqué un peu la relation, vous disiez, au début, j'étais un peu comme le rempart entre le gardien puis l'entraîneur-chef. Jusqu'à quel point, puis là, vous en avez côtoyé plusieurs, puis l'idée, c'est pas de nommer des noms, mais j'imagine qu'ils ne sont pas tous impliqués au même niveau en ce qui a trait au gardien de but. Tu sais, je pense à Martin Saint-Louis qui disait encore, je pense cette année, que les gardiens, ils ne s'occupaient pas de ça, ils ne connaissaient pas ça. Avez-vous eu des coachs qui étaient très, très intrusifs ou qui étaient où cette attitude-là de Saint-Louis était... Écoute, dans le pro, là, puis même dans le junior, moi, j'ai des gars qui coachent junior, midget 3A que je connais, puis ils me disent toute la même chose. Tu sais. Quand ça va bien, personne ne parle de gardien. Mais quand ça va mal, la première target, c'est qui? C'est le gardien de but. Puis à un moment donné, il faut quelqu'un pour tempérer la situation. Parce que le gardien de but, je veux dire, il fait son possible, mais il y a des fois, c'est imprévisible. La rondelle va dévier, mais à la fin du match, le monde, il regarde le pointage. Puis il faut quelqu'un pour tempérer, dire à l'entraîneur-chef, écoute, je sais qu'on a perdu, mais il y a eu telle circonstance, on va travailler là-dessus. Il faut... Moi c'est une grosse partie de ma job, c'était ça. De gérer Essayer de gérer les émotions pour pas que ça atteigne mon gardien de but, que le laisser performer, puis continuer à croire à ce qu'on faisait, parce que si à un moment donné, tu as trop de défaites, c'est pas facile de faire... t'as beau être convaincant, mais il faut que le gars qu'il soit convaincu aussi. Là, fait que ça, c'est une grosse partie. Puis il y a des entraîneurs qui sont plus durs que d'autres. Les entraîneurs qui cherchent vraiment la bête noire au niveau des gardiens de but. Puis il y en a d'autres qui sont plus permissifs ou qui sont plus collectifs dans le sens qu'ils disent « Ouais, peut-être que le gardien de but a perdu, mais peut-être aussi que l'équipe n'a pas si bien joué que ça. » Mais il y en a d'autres que c'est seulement un target, c'est le gardien de but. Donc, faut que tu t'ajustes en tant qu'entraîneur de gardien de but, faut que tu t'ajustes à la personnalité du head coach, parce qu'en fin de ligne, c'est lui le boss. Oui, mais vous avez, je ne sais pas, là, je dis ça de même, mais vous avez survécu à quelques congédiements d'entraîneur-chef, j'imagine. Ouais. Fait que c'est ça, que les boss changeaient aussi. Plusieurs. Là, ce qui se passe, c'est que tu es obligé de revendre ta salade. Parce qu'un entraîneur de gardien de but, je veux dire, c'est pas le plus haut salarié, donc c'est le gars assez facile à tasser, on peut dire. Tu ne gagnes pas 1 million par année, donc puis tu n'as pas des contrats de 5-6 ans non plus. Donc, il faut que tu revendes ta salade tout le temps. Moi, j'ai été là 32 ans, je te dis, même à la fin, il fallait que je vende encore mon système, il fallait que je vende qu'est-ce que j'apporte à l'équipe, pourquoi que je fais ça, pourquoi je dis ça, pourquoi que... C'est toujours comme ça, mais c'est ça le coaching. OK. Fait que le coaching, t'as rien de gratuit. Faut que tu gagnes tout le respect que tu peux de tout le monde, tout le temps. Êtes-vous, on disait, vous êtes consultant, il y a un département des gardiens de but en Floride. Il n'y a pas des départements partout, mais il y en a de plus en plus. Ouais, je dirais que la moitié des équipes maintenant, mais on a été une des premières équipes. J'ai été, tu sais, on va te dire pourquoi ça a parti. Moi, j'avais pris ma retraite du hockey. Puis quand la COVID est arrivée, c'était tellement plate là, que j'ai dit, il faudrait que je fasse de quoi. Bon, il y a eu des côtés positifs à la pandémie. Ouais. C'est que, puis là, en même temps, c'est que Roberto Luongo prenait sa retraite, puis il devenait... le directeur de ce département. Il devenait une partie comme du management des Panthers. Moi, je reste pas loin de l'aréna des Panthers. Fait qu'on s'est réunis et j'ai dit, Roberto, moi, je pense qu'un département de gardien de but, là, c'est ça qu'il faut faire. Il y a trop d'imprévisibles, il y a trop de gens qui repêchent au hasard, il y a trop d'échanges qui se font, qui ne fonctionnent pas. Il faudrait avoir une approche un petit peu plus scientifique là-dedans. Donc, j'essaye de voir si on ne pourrait pas faire mieux
C'est encore la même idée de... Oui, au début. Parce que là, présentement, aussi surprenant que ça peut paraître, mais tous les gardiens de but qui sont repêchés à toutes les années, il y en a seulement 25 qui vont jouer 15 matchs et plus en Ligue nationale. Ça veut dire qu'il y en a 75 qui ne joueront même pas. Donc, ça veut dire que tu es un petit peu au hasard. Tu piges à droite, tu piges à gauche, tu ne sais pas pourquoi tu piges, mais tu dis, là, il me faudrait un goaler, puis je vais prendre lui. C'est souvent ça. Mais 75 du temps, ça ne marche pas. Mais peut-être qu'on peut faire mieux que ça. Il y a peut-être moyen de faire mieux que ça. Puis ça passe par un département de gardien de but où il y a de la validation qui se fait à travers différents individus, où il y a des recherches un petit peu plus poussées qui se font, des comparaisons qui se font, des études qui se font avec des stats. Ouais, pourquoi? Qui a eu du succès dans les années antérieures? Pourquoi ils ont eu du succès? Peut-être que ça peut nous guider à avoir une meilleure perception du marché. Parce que là, tu as plein d'individus. À 3 ans, tu as une centaine d'individus qui apparaissent, que c'est leur année de draft. Quel qui est bon, quel qui n'est pas bon. Et puis comment on les... parce que j'imagine, je ne sais pas si ça fait partie de vos réflexions, mais il y a juste deux. Hein, il y a juste 2 postes dans l'équipe, 2 postes dans le club de la Ligue américaine. Ouais. Ça aussi, c'est... Puis peut-être un autre poste dans East Coast. Ouais. Mettons que chaque équipe a pas loin 5 ou 6 gardiens signés, puis peut-être 2 ou 3 gardiens qui sont en devenir dans la relève. Donc, il faut que tu essaies de trouver ceux qui ont le plus de chances de faire la Ligue nationale, parce que c'est ça qui est le but. Tu ne repêches pas un gars juste parce que tu le trouves beau, tu le trouves fin. Tu penses-tu que dans 5, 6, 7 ans, parce que là, on parle de 5, 6, 7 ans, est-ce qu'il y a une chance de jouer professionnel? C'est là qu'est la question. Puis là, c'est ça qu'on essaye de démêler là, présentement. C'est ça qu'on essaye de voir. Y a-t-il des moyens de trouver une meilleure approche que qu'est-ce qui existe présentement? Donc, on travaille à ça. On fait des statistiques. On regarde ceux qu'on a repêchés, où est-ce qu'ils sont rendus, est-ce qu'ils progressent comme il faut, qu'est-ce qui se passe dans les autres équipes, qu'est-ce qu'ils repêchent, à quel rang ils repêchent, à quelle fréquence ils repêchent. Okay. Donc, il y a plein de facteurs qu'il faut essayer d'analyser. C'est intéressant. C'est une autre facette parce que le coaching, c'est day-to-day. Donc, tu perds à soir, comment tu vas faire pour que ton gars rebondisse demain? Là, on parle d'une approche de 5 ans. Donc, ça, c'est complètement une autre philosophie. Faut que tu sois patient, faut que tu sois calme, faut que tu regardes. Faut que tu essayes de trouver des... À moins d'un échange où il faut que ça aille vite. Le résultat, le temps, s'écoule lentement. Pensez-vous que c'est... Là, on parle des gardiens de but, mais que c'est l'avenir un peu du coaching, une espèce d'hyper-spécialisation selon... Là, on parle des gardiens, mais ça pourrait être, je sais pas... Ben là, comparativement à moi, quand je suis arrivé, aujourd'hui, ce qui arrive avec les entraîneurs de gardiens de but, les entraîneurs de gardiens de but sont vraiment bien traités, sont choyés, moi, quand je suis arrivé Canadien, il n'y avait pas de titre. Il ne disait pas entraîneur de gardien de but, c'était assistant coach. Tu es assistant coach. Mais je me rappelle, la première année, j'ai voyagé avec l'équipe. Je n'étais même pas assis avec les coachs. Ils me faisaient attirer en arrière. Je ne sais pas pourquoi j'étais en arrière, mais j'étais en arrière. Ça a pris la moitié d'une saison, d'un coup, ils ont dit viens donc t'asseoir avec les coachs. OK, on va m'asseoir avec les coachs. Ça fait du bien de parler avec des gars pendant les voyages. Mais c'est juste à dire que là, c'est partie intégrante de l'équipe. Maintenant, là, il n'y a pas une équipe qui va en guerre sans un entraîneur de gardien de but. Donc, puis, je veux dire, là, les salaires s'en viennent meilleurs pour eux autres. Leur notoriété est bonne. Ils sont demandés des... je veux dire, la direction leur demande des conseils. Le jour et la nuit, quand j'ai débuté, moi, j'étais comme un chien sur un arrêt de quille. Je disais, c'est moi l'entraîneur de gardien de but. Là, tout le monde te regardait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu travailler? Il travaille quand? Y a-tu de la glace? On lui donne pas de glace. On n'a pas de temps pour ça. Tu sais, c'est pas compliqué. Reste debout, coupe tes angles. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? Là, je veux dire, c'est vraiment à l'âge d'or des entraîneurs de gardien de but comparativement à ce que j'ai connu moi. Mais à la fin, ça s'en venait bien. Mais là, c'est vraiment très bien. Fait que les entraîneurs de gardien de but
présentement, c'est un métier. C'est là, ça. C'est un métier. C'est pas... comme moi, je suis arrivé, c'était comme... Canadien, il y a un entraîneur de gardien de but, mais personne n'avait. Il y en a qui regardaient ça, ils trouvaient ça bizarre. Qu'est-ce qui fait que Patrick, qui est un gars de la Ligue nationale, il a jamais joué dans la Ligue nationale, qu'est-ce qu'il peut y dire? Toutes ces questions-là qui se déroulaient. Mais là, je ne veux pas faire de flagornerie, mais vous êtes conscient que c'est de votre faute ou que vous avez participé, participé à ça. Oui, c'est ça. Non, mais je suis content parce que j'ai des gars que j'ai coachés qui maintenant sont entraîneurs de gardiens de but dans la Ligue nationale. Tu sais, donc, c'est super pour eux autres. Là, je suis bien content. Puis là, l'avenir, c'est ça. C'est que l'avenir s'en va dans le sens que je pense que toutes les équipes vont avoir des entraîneurs, des départements de gardiens de but. Ouais. On va avoir plusieurs entraîneurs de gardiens de but. C'est devenu une spécialité pareil comme les lanceurs au baseball, les corps arrière au football, les gardiens de but au hockey. Donc, il faut quelqu'un spécialisé, il faut quelqu'un qui est capable de faire performer ces gars-là, parce que si ton gardien de but ne performe pas, tes chances de succès ils diminuent de beaucoup. Une question classique pour finir. Je sais pas, un souvenir, un plus beau souvenir, un moment marquant. Ça peut être... Ben, écoute, j'en ai eu plusieurs parce que, je veux dire, c'est sûr que ma première année, quand je travaillais à la ville de Mirabel, après mon université, j'ai été engagé par la ville de Mirabel, je m'occupais des sports, hockey, baseball, soccer. Ouais. Tout à coup, j'ai reçu l'offre pour être entraîneur à Canadien de Sherbrooke. Donc, Canadiens m'ont fait signer un contrat de 2 ans. Et moi, j'ai eu un congé sans solde d'1 an. Donc, je savais qu'à la fin de la première année, il fallait que je prenne une décision. On a eu Patrick Roy, on a gagné la Coupe Calder. Ça fait que la Coupe Calder, je vais toujours m'en rappeler parce que ça a été le tournant dans ma vie, dans le sens que une semaine après, j'ai envoyé ma lettre de démission à la ville de Mirabel, disant « Non, moi, là, je m'en vais dans le coaching, c'est trop le fun, on a gagné cette année. » Ça fait que je continue là-dedans, malgré que je m'en allais. Je sortais d'un poste de fonctionnaire municipal avec une sécurité d'emploi, puis je m'en allais avec mon reste de contrat qui était d'1 an. Donc, dans 1 an, j'avais plus de contrat. Mais c'est la Coupe Calder Et d'ailleurs, j'ai eu une entrevue cette semaine avec GC à TV, puis il m'a dit, tu sais-tu qu'aujourd'hui, il y a 40 ans, les Canadiens de Sherbrooke ont gagné la Coupe Calder? J'ai dit, non, on ne me rappelait pas. Mais c'est ça qui est arrivé. Ça fait 40 ans, la semaine passée. Pour vrai? On avait gagné la Coupe Calder. Donc, ça a été un point tournant dans ma vie, parce que là, c'est là que j'ai pris la décision que... Je l'avais pris déjà la décision, parce que ça fait longtemps que je voulais coacher. Ouais. Mais là, ça a été comme l'étincelle qui a dit, non, là, c'est là, tu t'en vas en coaching, tu essaies de bâtir ta carrière puis ta vie là-dedans. François, là, je vous ai dit d'entrée de jeu, j'étais impressionné. Ça a été une conversation bien au-delà de la hauteur de ce sentiment-là que j'avais. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir accueillis comme ça et d'avoir pris ces minutes avec nous. Ça m'a fait plaisir. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.